Julien Mendes, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut supérieur Maria Montessori et vous venez de publier aux éditions Débat public Montessori, scolarité, modernité, fraternité. Alors avant d'entrer dans le détail de cet ouvrage, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots ce qu'est la méthode Montessori et puis quel changement de paradigme est-ce qu'elle opère dans l'éducation en partant notamment des besoins particuliers des enfants ? Oui, l'approche Montessori est un peu ancienne maintenant, elle a été proposée par le docteur Maria Montessori et c'est une approche pédagogique qui s'inscrit dans la famille qu'on appelle des pédagogies actives et qui part de l'idée que l'enfant n'est pas un objet que l'on doit éduquer, mais plutôt le sujet qui doit s'éduquer lui-même, qui doit construire ses connaissances et construire ses compétences. Et à partir de là, ce que nous dit Maria Montessori, c'est que le rôle de l'éducateur, c'est d'observer l'enfant, de comprendre ses lois de développement, ses lois naturelles de développement, et de lui construire un environnement physique, un environnement temporel, un environnement humain, dans lequel l'enfant va pouvoir trouver, alors pour l'adolescent bien sûr, va pouvoir trouver des motifs d'activité qui vont lui permettre de se développer et donc de construire ses connaissances et ses compétences. Donc un environnement qui va lui permettre de se concentrer, la concentration est clé pour Maria Montessori, qui vont lui permettre de faire des choix, qui vont lui permettre de répéter et qui vont lui permettre peu à peu, donc en répondant à ses besoins de développement, de se développer, de devenir un homme ou une femme. Très bien, donc si je comprends bien, c'est la confiance accordée à l'enfant et je crois qu'il y a une rupture aussi dans la façon dont le rapport à l'autorité est envisagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, c'est vrai qu'il y a une grande confiance dans l'enfant, c'est-à-dire que c'est l'idée, mais on le constate tous en regardant des petits-enfants. Les petits-enfants ont la soif d'apprendre, ils ont la soif de faire, ils essayent de déplacer des objets parfois plus lourds qu'eux, ils peuvent répéter la même activité de très nombreuses fois, et c'est l'idée que ça ne vient pas de nulle part, que c'est quelque chose qui est inné chez l'enfant, cette soif d'apprendre, et Maria Montessori nous dit que c'est même une tendance humaine qui est plus générale, la tendance au perfectionnement, à la curiosité finalement. Et donc l'idée c'est d'entretenir cette confiance plutôt que de la mettre sous le tapis, plutôt que de l'annihiler. Donc évidemment, oui, ça amène un autre rapport à l'autorité. Alors c'est pas l'absence d'autorité, il y a une autorité dans la classe Montessori, c'est le professeur. Alors nous on préfère dire l'éducateur, puisqu'on s'intéresse au développement de l'enfant plutôt que simplement aux apprentissages. Bien sûr que le professeur, l'éducateur, représente l'autorité dans le sens où c'est lui qui sait, c'est lui qui éduque, mais on ne confond pas l'autorité avec le pouvoir. C'est une confusion qui est souvent faite dans l'éducation traditionnelle. Alors pour une raison historique, c'est que dans un système éducatif qui était conçu comme... Les enfants étaient conçus comme des pages blanches, des vases vides qu'il fallait remplir, c'est la vieille tradition issue de John Locke. Et donc l'école traditionnelle, c'est une école un peu industrielle. C'est comment industrialiser l'éducation, donc le mettre sur une estrade qui s'adresse à des enfants qui sont considérés comme étant tous les mêmes, qui font tous la même chose au même moment, de la même manière, en étant immobiles, en obéissant finalement. Et donc, cette manière-là de concevoir l'éducation nécessite le pouvoir du professeur. Et donc, on a confondu l'autorité avec le pouvoir. Mais l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Donc, dans une classe Montessori, le professeur a l'autorité, mais il n'exerce pas un pouvoir sur les enfants. Ce sont les enfants qui vont faire des choix, qui vont être amenés eux-mêmes à construire leur savoir. Très bien, et je comprends aussi de ce que vous dites que ce n'est pas tant la tête bien pleine qui vous intéresse que la tête bien faite. Ça, c'est un petit peu ce qu'on lit en creux sur cette idée de page blanche à remplir. Là, c'est plutôt le cerveau à former, apprendre à apprendre. C'est aussi un point très intéressant. Alors, peut-être une autre question quand on s'intéresse à Montessori. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette méthode puisse se développer et pas uniquement s'adresser à un public d'élite ou d'enfants à très haut potentiel ? Comment est-ce qu'on peut y trouver des ferments de démocratisation éducative ? D'abord en se rappelant d'où elle vient. Maria Montessori a développé cette approche pédagogique quand on lui a donné la charge de s'occuper des enfants d'un quartier défavorisé de Rome, le quartier San Lorenzo. Et donc la première école Montessori qui a été créée dans l'histoire, c'était une école pour des enfants de milieux défavorisés, pas du tout une école pour l'élite ou pour riches. C'est vrai que l'histoire a fait qu'aujourd'hui, en France en tout cas, Maria Montessori est plutôt cantonnée dans des écoles privées hors contrat, qui sont souvent très chères, et justement, alors même que c'est une pédagogie qui est particulièrement favorable aux enfants de milieux défavorisés, aux enfants aussi qui ont des besoins spécifiques, peut-être des handicaps. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment la priorité, c'est comment on rend cette approche pédagogique, cette pédagogie accessible à tous. En fait, comment on arrête d'en faire le privilège d'une élite, en réalité. C'est ça la question. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens, dans le monde entier, en Suède, aux Pays-Bas, en Argentine, au Vietnam, en Tanzanie. Il y a des choses incroyables qui se passent en Tanzanie, par exemple, sur ce sujet. En France même, il y a de plus en plus de professeurs de l'éducation nationale qui vont vers ce type de pédagogie.
Et donc, justement, l'objectif de ce livre aussi, c'est de dire à tous ces professeurs, et ils sont des milliers qui cherchent des solutions, qui ont envie de faire différemment, en disant, écoutez, nous avons une proposition à vous faire, il y en a d'autres, vous pouvez aller regarder d'autres, mais c'est cette approche Montessori qu'on met à votre disposition comme un outil pour vous permettre de modifier vos pratiques. Très bien. Alors si on continue sur cette question donc, des professeurs, éducateurs, voilà, vous les nommez de façon un petit peu différente, qu'est-ce qu'on attend d'eux en particulier et quel paradigme différent par rapport à l'enseignement plus traditionnel est-ce que vous leur proposez à ces enseignants-là? Alors, on pense d'abord que, comme on l'a dit tout à l'heure, on pense que l'éducation c'est quelque chose qui vient de l'enfant, hein, avant de venir du professeur. Le professeur c'est de préparer l'environnement dans lequel l'enfant va pouvoir se développer. Et donc, il nous semble que la première chose qu'on propose aux professeurs, c'est de se transformer eux-mêmes. C'est-à-dire que la première étape pour pouvoir faire ce que propose Maria Montessori, c'est que l'adulte lui-même se prépare, se transforme et change de regard finalement sur l'enfant, lui faire confiance, comme vous disiez au départ. Donc ça, c'est la première étape. C'est comment, en cherchant à modifier sa pratique professionnelle, comment on se transforme soi-même en tant qu'adulte. Alors ça vaut pour les professeurs, ça vaut aussi pour les parents, ça vaut aussi pour toutes les personnes confrontées aux enfants. La deuxième chose que l'on va proposer aux enseignants, aux éducateurs, c'est peut-être de se décentrer de leur travail un peu traditionnel de préparation de cours. Hein, finalement, nous, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Le matériel Montessori est déjà prêt, finalement. Et le travail préparatoire ne va pas être un travail d'élaboration de cours, mais plutôt un travail de préparation de l'environnement. Comment on crée un environnement propice à ce développement de l'enfant? Je donne deux exemples. Dans une classe Montessori, on va mélanger les âges. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans. On va mélanger 3 à 6 ans, 6 à 12 ans, etc. Pourquoi? Parce que ce mélange des âges, il permet des interactions entre les enfants, il permet du tutorat entre les enfants, et donc il permet, d'une part, d'avoir des apprentissages qui sont plus efficaces, et d'autre part, de travailler les compétences sociales de l'enfant. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est qu'on va chercher à ce que les enfants puissent se concentrer. Hein, pour que les enfants puissent apprendre, l'enjeu pour eux, c'est de rentrer dans la concentration. Donc on va créer un environnement qui soit favorable à cette concentration. Et donc ça suppose par exemple d'avoir des temps de travail qui soient longs, hein, que le professeur ne soit pas en permanence en train de dire « Allez, maintenant on arrête les mathématiques, on fait du français, maintenant on arrête le français, on fait de la géographie ». Non, on laisse du temps, parce qu'une fois qu'un enfant a réussi à se concentrer, déjà, ça peut être long. Et une fois qu'il a réussi à se concentrer, il ne faut surtout pas l'interrompre. Il faut le laisser répéter son activité. Et les plus petits enfants, c'est assez fascinant de les voir répéter très très longtemps la même activité. Parce que simplement en répétant cette activité, ils sont en train de se transformer eux-mêmes, ils sont en train de grandir. Très bien. Alors ça fait quelques années maintenant, vous l'avez dit, hein, qu'en France la méthode Montessori se développe, mais pas uniquement. Est-ce qu'il y a de premiers bilans, même provisoires, un petit peu de l'apport que cette méthode peut apporter sur le système éducatif et de la façon dont elle lui permet d'évoluer? Oui, il commence à y avoir quelques études scientifiques, hein, c'est un petit peu ce à quoi vous faites allusion. C'est toujours compliqué de mesurer l'impact d'une pédagogie dans son ensemble, parce que c'est compliqué de maîtriser tous les paramètres, mais il y a par exemple des chercheurs du CNRS qui ont fait une expérience récente près de Lyon, à Vaux-en-Velin, dans une école publique dont une partie des classes a été transformée en classe Montessori et une partie non, et ils ont regardé l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants. Alors bon, on pourrait rentrer dans le détail de cette expérience, mais ils ont notamment trouvé un très fort impact sur le langage. C'est-à-dire que les enfants de milieux défavorisés qui avaient bénéficié d'une pédagogie Montessori ont pu atteindre un niveau de langage identique à ceux de l'école Montessori hors contrat, donc évidemment très privilégiée, qui était pas très loin. Et cet impact sur le langage est très intéressant parce que, d'une part, on sait bien que les inégalités de langage chez les petits-enfants sont assez déterminantes dans les inégalités ensuite qu'ils vont connaître tout au long de leur scolarité. Et l'école française est particulièrement inefficace pour corriger ces inégalités de langage. Et de voir que cette méthode là-dessus, elle permet d'avoir un impact qui soit déterminant, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Très bien. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une séquence où le gouvernement essaie d'avancer sur cette question de résoudre les inégalités scolaires. Pourquoi ça vous semble important de publier cet ouvrage maintenant et quelle fragilité du système actuel souhaitez-vous corriger avec le déploiement de ces méthodes? Malheureusement, il y a deux grandes difficultés, je pense, dans le système scolaire français dans son ensemble actuel. Hein. La première, c'est un système qui est très inégalitaire. Hein. l'OCDE nous dit, avec les études PISA notamment, l'école française, non seulement n'arrive pas à résorber les inégalités de départ entre les enfants, mais même elle a tendance à les accroître dans certains domaines, comme par exemple, j'ai parlé du langage tout à l'heure. Ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième, c'est que malheureusement, c'est un système qui a du mal à changer. C'est-à-dire qu'on reste ancré
dans cette école qui est née au XIXe siècle, l'école de la République. Alors, évidemment, qui a changé sous bien des aspects, hein. Il ne faut pas caricaturer non plus l'école publique, mais on reste quand même dans cette logique-là. Et malheureusement, les propositions sur la table, y compris celles du gouvernement, sont des propositions qui consistent à faire encore plus de ce qu'on faisait déjà. Hein. Par exemple, on va rajouter des heures de mathématiques, par exemple. On n'est pas bon en mathématiques, on rajoute des heures de mathématiques. Mais peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'il y a en amont de ça, pour certains enfants, certains adolescents, un rejet des mathématiques. Hein. Ce n'est pas en leur faisant faire plus de mathématiques qu'ils n'arrivent pas à faire qui vont progresser dans ce monde-là. Donc je pense que c'est louable de vouloir évidemment changer les choses, apporter des solutions, mais on est dans des solutions qui ne sont pas assez systémiques par rapport aux besoins qui sont ceux de l'école française. Beaucoup de pays ont fait des réformes beaucoup plus radicales. Alors évidemment, on cite toujours la Finlande et d'autres pays. Beaucoup de pays sont allés beaucoup plus loin dans l'évolution de leur système scolaire. En France, c'est plus compliqué parce que notre système il est aussi relié à la manière dont on a construit la nation et la République en France. Donc c'est plus compliqué de le remettre en cause. Mais aujourd'hui, c'est un système qui était un système un peu industriel. Hein. C'était le modèle industriel de l'école qui était adapté certainement à la société industrielle et qui n'est plus tellement adapté à la société d'aujourd'hui, où d'après les grandes organisations internationales, les compétences qu'on cherche à développer chez les enfants, ce sont l'esprit critique, les capacités de communication, la créativité ou la coopération, hein, et éléments qui sont très peu travaillés malheureusement dans l'école française. Écoutez, merci beaucoup Julien Mendes. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Montessori, scolarité, modernité, fraternité, qui est paru au mois de mars aux éditions Débat Public. Merci encore. Merci beaucoup.